C'est parti. Donc ensuite. Bonjour à tous, et on va commencer dans 2 secondes. Et voilà Mathieu, normalement on est en ligne. Super, bonjour à tous. Ouais, c'est bon, je vois que ça stream côté Twitch. Donc, eh ben, écoute, déjà, merci à toi d'avoir accepté de parler de ton projet. Et de toute façon, je vais te passer tout de suite la main pour qui tu es, ta vie, ton œuvre. Tout à fait. Et puis après, on va y aller à l'impro. Yes. Déjà, merci pour l'invitation aussi. C'est sympa de pouvoir parler un peu de ces jouets du Nocturne. Donc, Mathieu, donc, je bosse pour Soprasteria. Je suis un peu un CTO, un directeur technique. Je m'occupe de pas mal de choses en interne. Et puis, le soir, sur mon temps perso, j'aime bien faire un peu des projets rigolos d'outillage autour du DevOps. Et vu que j'aime beaucoup GitLab, j'ai fait ce petit outil pour aider les gens pour bouger de Subversion vers Git et GitLab en particulier. Voilà. D'accord. Bon, bah cool. T'as un beau hoodie en plus. Oui, j'aime bien le t-shirt aussi. Ouais, attends, j'ai honte. Attends, si, j'ai peut-être le t-shirt aussi. Ouais. Si, comme ça, si mon boss me regarde. Ah ouais, bon, t'es trop fort pour moi. Fun fact, je suis un ancien Steria. Ouais. Donc, je suis parti juste avant que ça devienne Sopra Steria. Donc, on doit avoir des collègues en commun. Ok, donc du coup, alors, moi, dans ce que j'ai compris, alors j'affiche en bas, alors c'est écrit en petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre le lien dans le chat et puis je le ferai aussi sur YouTube après. Je vais mettre le lien vers ton projet. Ouais, ça marche. Alors, je passe d'un poste Mac à un poste Unix, donc les copier-coller. Si, c'est bon, c'est passé, ça a marché. Donc, ton projet, il s'appelle SVN to Git. Ma compréhension, c'est de la migration, subversion vers. C'est Git et GitLab ou... Ouais, c'est plutôt GitLab. Après, je l'ai appelé Git parce que je me suis dit qu'un jour, potentiellement, ça pourrait être sympa de faire GitHub ou d'autres aussi. Mon besoin primaire était GitLab, donc pour l'instant, ça supporte que GitLab. D'accord. Bon, écoute, moi, ça me va bien. Oui, je me doute. Du coup, comment t'en es venu à dire, tiens, il faut que je fasse cet outil? En fait, j'ai eu à faire des migrations SVN to Git plusieurs fois. Et puis, comme tout bon geek, je me suis dit, bon, plutôt que faire le truc à la main, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à faire un outil? Aussi, pourquoi? Parce que, alors, il y a des outils qui existent. Typiquement, Git fournit un outil qui s'appelle Git SVN qui permet en ligne de commande de migrer de l'un vers l'autre. Ça marche. Après, c'est en ligne de commande, donc c'est pas hyper user-friendly. En termes de ressources, si on a des repos un peu gros et compagnie, ça te bouffe ton CPU, ta RAM pendant des heures et tu peux juste rien faire sur ton poste pendant ce temps, donc c'est un peu galère. Et puis, il y a des petites fonctionnalités que j'avais besoin qui n'étaient pas forcément dans l'outil, donc il fallait avoir d'autres outils, par exemple pour faire du nettoyage, si je veux, on connaît tous les subversions d'il y a 10 ans, où on a nos jars, nos EAR et compagnie qui traînent dans les commits, on s'arrache les cheveux, la preuve, j'en ai plus beaucoup, quoi. Et du coup, je voulais en profiter aussi pour faire du nettoyage, genre de choses, donc du coup, il fallait mixer plusieurs outils. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un peu un all-in-one, avec en plus une IHM pour si on a un projet qui avait forcément de gens hyper techniques, donc la ligne de commande, ça leur faisait peur. Donc on s'est dit, on va leur faire un truc un peu sympa en web où ils font clic, 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 et puis ça fait tout pour eux après. Donc voilà, donc c'est parti de migration un peu douloureuse dans le temps, qui m'ont dit, il faut qu'on aide les projets pour ça. Et donc on a pu le mettre en place chez Soprasteria, on l'a mis chez quelques clients aussi en place pour les aider. Il y avait beaucoup de repos, on a un client qui avait 3000 repos SVN à migrer, donc imagine qu'à la main, ça aurait pris un peu de temps, quoi. Donc voilà, un peu l'idée de la genèse de l'outil. D'accord. Alors déjà, c'est un outil qui est utilisé en vrai, donc ça c'est bien. Parce que moi j'ai plein de side projects, mais ils sont utilisés que par moi. Éventuellement par un copain de temps en temps, mais
Et alors, tu dis, tu as un client qui avait 3000 repos, ça veut dire que tu peux aussi faire ça en batch? Ouais, en fait, c'était le but justement, c'était vu que ça prend beaucoup de ressources, l'idée c'était qu'on ne fasse plus sur le poste du dev, c'est-à-dire qu'on configure le truc, c'est une appli avec un front et un back, donc tu peux déployer ton back en Docker sur un serveur, tu configures tes migrations la journée. Les migrations, ça peut prendre vite plusieurs heures, hein, parce qu'en fait, ce que fait l'outil à la base, c'est qu'il check out tous tes commits SVN un par un. Et l'idée, c'est qu'après, il reconstruit ton graph Git à partir de tes commits SVN. Donc en gros, si tu as 10 000 révisions, il check out les 10 000 révisions SVN. Et après, il recalcule tout pour faire le graphe avec les branches, les tags, etc. Donc, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est voilà, donc, tu configures la journée tes migrations que tu veux faire, tu lances tout ça en mode batch, et puis après, ça fait ça la nuit, et puis tu reviens le matin. Normalement, c'est globalement fini. Et puis, l'avantage, c'est que s'il y en a une qui plante, et ben, ça passe à la suivante. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça plante pour lancer la suivante, etc. Donc, c'était vraiment aussi ce but-là. D'accord. Et du coup, tu peux, quand tu vas faire ta migration, tu peux décider des choses que tu vas récupérer ou pas. Ouais, ouais, bah ça, de toute façon, je vais vous faire une petite démo après, si tu veux. Ouais, Pas ouais, de souci. bah, tu m'étonnes que je veux. Comme ça, vous verrez un peu. En fait, voilà, le projet, ça fait un peu plus d'un an qu'il existe, donc j'ai pas mal de feedback des projets sur des besoins de ah bah tiens, on a vu que c'était cool, mais est-ce que tu pourrais gérer ça ou ça en plus, etc. Une feature que j'ai fait dernièrement, c'est justement sur les vieux repos qui ont 100 000 révisions. Je leur ai dit, ouais, alors bon, on peut le faire, hein, mais après ça bouffe du temps et tout. Est-ce que vraiment vous avez besoin des 100 000 révisions de votre historique? Ou est-ce que juste les 10 000 dernières, ça peut pas déjà vous suffire? Et donc, du coup, il y a une petite option où tu peux dire, bah, je pars pas de la révision 0 sur SVN, mais de la révision 90 000, par exemple. Donc, ça, tu gagnes en efficacité là-dessus, quoi. Ouais, justement, il y a Kanoa qui dit qu'on a eu une tentative de migration SVN Git qui a fini par être rollback. L'historique avait été perdu dans la bataille. Ouais, alors là, moi, l'outil supporte de conserver l'historique. Enfin, soit on peut dire aussi, je veux pas l'historique, tant qu'à faire, je fais du ménage. Soit je garde l'historique que, par exemple, sur le trunk, la branche principale. J'ai pas besoin forcément de toutes l'historique des branches de patch et compagnie. Soit je garde carrément tout l'historique de toutes les branches, tous les tags, et tout, etc. D'accord. Et bah, c'est marrant parce que j'ai un. Alors, je t'en avais parlé un peu hier, mais je dois avoir un call demain avec, alors pas un de mes clients directs, un client d'un autre Technical Account Manager qui fight avec ses migrations, subversions, en fonction de là où il en est. Peut-être que je lui pousserai le bébé, hein. Euh, et si je le fais, je te tiendrai au courant de la chose. Ça serait marrant que ça lui règle ses problèmes, ça serait cool. Avant de te laisser la main pour faire une démo, moi à la base, à l'origine, je suis plutôt dev, donc je suis très curieux. Tu as codé tout ça en quoi? Alors, je suis parti, j'avais pas trop envie de m'embêter, je suis parti sur une stack Jupyter à l'époque. Comme ça, j'avais un front rapide, efficace, propre Ouais. et un back aussi. Mais bon, quand même, je suis un geek un peu quand même, et j'avais envie de faire du Kotlin. Donc là, je suis en train de migrer mon back en Kotlin. Pareil, j'avais fait du Maven, je suis en train de migrer la partie gestion de dep en Gradle. Donc j'avais ma coquille Jupyter à la base, parce que ça m'allait bien en termes de techno. Mais après, voilà, donc il faut que ça reste fun. Donc je me trouve toujours des petits sujets pour voilà, faire un peu de Kotlin, de Gradle en plus par-dessus, quoi. Et au niveau front, du coup, tu vas changer quelque chose ou tu restes sur du Gipster avec du Kotlin? Je reste en Angular parce que c'est un langage que j'aime plutôt. J'ai essayé React. Alors moi, je suis quelqu'un de très back à la base, hein, donc tout ce qui est web et compagnie, ça me fait un peu des frissons. Donc Angular, ça se rapproche un peu d'un langage back, donc ça me va bien. J'avais essayé pendant un temps React, j'ai pas compris. Donc Angular, je suis resté dessus. Après, on a refait une front avec un collègue il n'y a pas longtemps pour que l'IHM soit un peu plus sexy. Donc là, on a refait un peu de design, on va dire, pour que ça soit un peu plus joli. Mais la partie front Angular me va bien pour le moment parce que c'est un truc. Et le back en Kotlin, c'est quoi? C'est du Spring? Ouais, Spring Kotlin pour le moment. Je suis pas parce que bon, j'ai l'habitude aussi. J'y ai pensé aussi à passer par exemple sur du Vertex, des trucs comme ça, pareil pour essayer un peu. This is the way. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai pas encore tilté sur le use case qui m'irait bien pour justifier de m'amuser avec ça, quoi. Mais bon, j'ai d'autres side projects où je vais peut-être mettre du Vertex. Non, mais j'aime énormément Vertex parce que, en partie déjà pour l'équipe qui bosse dessus, notamment un qui en plus a passé pas mal de temps en Auvergne. Ouais. Et
mais aussi parce que ça me rappelle énormément, et alors encore plus en Kotlin, ça me fait tellement penser à du Node.js et du Express Ouais. que, à part le fait que je suis obligé de rajouter des types, je suis vachement plus à l'aise, quoi. C'est d'où ma digression et Tout à fait. Mais voilà, j'ai pas encore eu le use case excuse pour dire tiens, je vais mettre du Vertex dans cet outil-là. ouais. Sur d'autres side projects, ouais, mais pas sur celui-là. Bah, écoute, si je trouve l'idée, j'essaierai de te convertir à l'outil. Ok, alors bah Sébastien Blanc qui est là, que tu peux faire du Quercus avec Gipster maintenant. Ah ben je savais pas. Ouais, il y a le support Gipster. Bah, c'est Daniel qui travaille à Clermont. Ouais, Daniel que Pétisme. je connais bien, qui bosse sur Volcamp avec moi aussi. Et du coup, que je connais bien. Ouais. Voilà. Après, le problème de Gipster, c'est qu'une fois que tu as mis ta stack, pour faire un upgrade vers autre chose, c'est plus complexe. Donc, je ne me vois pas tout réécrire en fait. Donc, peut-être sur un prochain. Quoi. Bon, le monde est petit quand même. On retombe sur Daniel Pétisme qui a fait une démo à Sébastien Blanc. Ouais. C'est énorme. Bon, après, la région Rhône-Alpes, c'est pas immense non plus. Quoi. Ouais. Mais Sébastien vient du sud. C'est une région de talent. Exactement. Et ben écoute, alors attends, est-ce que j'ai de toute façon, si j'ai d'autres questions, je te coupe. Oui, bah tu me les poses. Et tout ça, donc je vais te laisser attaquer ta démo et partager ton écran du coup. Yes, hop. Alors, normalement, tu dois pouvoir. Quand t'es bon, tu me dis. Ouais, c'est bon. Alors, donc vous voyez la démo. Alors, est-ce que ça marche ou pas donc? Non, j'étais en train de chercher le meilleur positionnement pour faire la démo, le truc qui gêne le moins, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette sur le côté. Yes. De toute façon, moi, je vois que mon écran démo. Je vois que ton écran. Bon, embêté, donc fais comme ça, au mieux. Ça a l'air. Si quelqu'un crie, je changerai de layout. Yes. Donc voilà. Donc si vous voyez bien mon écran, vous reconnaissez un peu le look and feel de base, un Gipster, évidemment. Bon, juste pour l'info, j'ai traduit en français et en anglais. On sait jamais. Hein. J'ai des clients où ils sont encore très francophones, donc il faut les accompagner par rapport à ça. J'ai les mêmes. Donc l'outil c'est ça en gros. Donc en gros l'idée ça va être de configurer sa migration. Donc il y a différentes étapes là que je vais vous montrer pour qu'ensuite après le back soit autonome pour faire les différentes étapes dont on vient de demander. Donc par défaut on va commencer par voir un peu notre accès à GitLab. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en termes d'accès credential, est-ce qu'on a un groupe, etc. Donc on peut paramétrer des choses par défaut. On peut évidemment surcharger si on a plusieurs instances GitLab, etc. Donc, typiquement chez Sopra on a un interne, un externe, donc ça peut servir. Après, donc, je vais juste vérifier que j'ai bien accès, que ma clé d'API, en gros, est bonne. Ensuite, l'idée, ça va être de dire dans quel groupe sous GitLab, quel groupe va accueillir ma migration sous GitLab. Pareil, je peux faire le test. Si par défaut, il n'existe pas, je n'ai pas besoin de retourner dans GitLab. Je peux demander à l'outil de le faire. Évidemment, ça ne marche pas aujourd'hui, sinon, ce n'était pas drôle. Heureusement, j'avais prévu un groupe qui va bien, voilà, qui lui existe. Bon, normalement, ça marche, promis. C'est l'effet démo. Non, mais je te crois. J'ai eu un petit problème d'infra hier, donc mon GitLab de démo a planté, il a fait que je le remonte hier soir. Donc j'ai peut-être raté des trucs dans ma config. Bref, ça supporte les sous-groupes aussi, etc. si besoin. Donc là, la première étape, c'est on vérifie qu'on a accès à GitLab. Maintenant, on va regarder côté SVN, si on a accès, ce qu'on veut accès. Donc pareil, même principe, l'URL du SVN, des credentials en mode plutôt mot de passe, enfin login mot de passe, il n'y a pas d'API key et compagnie sur SVN malheureusement. Et après, le repo qu'on veut migrer. Il y a une notion de profondeur. Donc ça, je vais vous expliquer vite fait. Ça, c'est mon SVN de démo. En fait, SVN, on peut voir qu'on peut avoir plein de types de repos existants en fonction des us et coutumes de nos clients. On a les repos classiques où, en gros, on a notre trunk, tags, branches qui sont à la racine du repo. Ça, c'est le cas, on va dire, normalement, le plus lambda. On a aussi le cas où on est plutôt sur des modules et au sein de chaque module, on peut avoir des sous-modules, des branches, des tags, etc. Ça va quand on va avoir des repos, typiquement sur des pôles où ils ont plein de projets, ils ont fait qu'un repo, ils ont mis tous les projets au même endroit, mais ils ont fait quand même ça propre en disant, voilà, j'ai quand même un trunk tag, etc. par module ou par sous-module. Après, on peut avoir des cas un peu plus rigolos. Le cas gros bordel, celui-là il marche pas, pardon.
où j'ai tout à la racine dans un repo. C'est-à-dire que j'ai pas de trunk, pas de tag, pas de branche. On a pris un truc en portcasse et on a tout foutu là-dedans. Et on peut avoir des cas comme celui-là où il y en a qui ont fait ça crade et puis il y en a qui ont fait ça propre. Et donc ça, du coup, l'outil permet de gérer tous ces cas-là. Donc par exemple, si je prends le mixte, c'est celui qui est le plus complet en termes d'exemple. Donc en fait, du coup, la profondeur, ça va être combien de sous-répertoires je scanne avant de me dire, bon, là, je vais rien trouver d'intéressant. Arrête la recherche, on verra plus tard. Donc en gros, qu'est-ce que je fais quand je parcours les répertoires? C'est que je regarde si je trouve un répertoire qui s'appelle trunk, tags ou branch pour me dire, ah là, c'est peut-être un pattern de repo qui marche bien. Et donc du coup, ça me permet de dire, voilà, donc dans ton repository mixte, j'ai trouvé submodule 1 où j'ai trouvé tag, branch, trunk. Pareil sur module 2, flat, j'ai rien trouvé. Apparemment, les fichiers sont à la racine. Et puis j'ai trouvé simple qui est pareil. Donc là, je peux dire, je veux migrer les 4. Ça va me créer 4 projets, 4 repos différents, 4 projets différents dans mon GitLab. Mais l'idée, c'est que comme ça, si par exemple j'ai 30 modules, ça m'évite de faire 30 fois la configuration de la migration. Je prends mes 30 modules et ils auront tous la même configuration de migration qui sera appliquée. C'est aussi pratique parce que ça évite de faire de la tâche répétitive pénible. Comme je vous l'ai montré, il y a le cas du repo flat. Donc là, c'est en gros, j'ai mes fichiers qui sont directement à la racine du repo en mode portcasse. Donc l'outil me dit attention, j'ai pas trouvé de répertoire subversion. J'ai pas trouvé de track bosh. Est-ce que tu veux quand même migrer? Donc là, on dit oui, ok, je sais, c'est normal, mes sources sont à la racine, donc on y va comme ça. Ce que va faire l'outil dans ce cas-là, c'est qu'il va prendre bêtement les fichiers, il va juste créer une branche master dans GitLab et il va poser ça dans la branche, dans le repo GitLab. Et simple, c'est le cas où là, on a bien trunk, tags et branches. Donc là, il dit bien, c'est bon, j'ai trouvé un tag, des trunks, des branches, etc. On peut y aller. Voilà, je vais reprendre celui-là qui est le plus complet. Donc, je vais dire, je veux migrer, par exemple, ces deux-là. Donc là, maintenant, c'est la partie gestion de l'historique. Donc, on avait une question tout à l'heure, une remarque tout à l'heure là-dessus. L'idée, c'est on peut se dire, qu'est-ce qu'on veut garder comme historique? Donc déjà, la partie vraiment historique des commits. Est-ce que je veux rien garder? J'en profite pour faire le ménage. Les commits d'il y a 10 ans, je m'en fiche, même ceux d'hier. Est-ce que je veux garder quand même un minimum de commits, par exemple, tout ce qui est sur le trunk et dans la branche principale pour dire, OK, on garde quand même ça, mais tout ce qui est branche tag, on s'en fiche. Enfin, les commits sur les branches tag, on s'en fiche. Ou vraiment, je veux tout garder de l'historique. C'est incroyable, tout ce que j'ai fait il y a 8 ans, ça a sûrement de la valeur. On peut aussi lui dire, est-ce que je migre que le trunk ou est-ce que je migre aussi les tags? Est-ce que je migre aussi les branches? Et pareil, au sein des branches, pareil, est-ce que j'ai 30 000 branches? Est-ce qu'elles ont toutes du sens? Peut-être que je veux migrer que les 10 dernières. Donc là, je peux lui mettre une petite liste de branches que je veux migrer. J'ai une des features en cours, là, ça serait de pouvoir mettre une regex, par contre, par exemple, pour dire toutes les branches qui commencent par Toto, je les migre, ça évite de faire une liste à la Prévert. Idem pour les tags. Ensuite, d'autres petites options qui m'ont été remontées de feedback de projet. Starting révision, c'est, par exemple, j'ai un repo où il y a 100 000 révisions, pareil, vieux repo, etc. Est-ce que vraiment j'ai besoin de récupérer tout l'historique des 100 000 révisions? Pas sûr. Et en plus, ça va me prendre énormément de temps de redescendre tout ça quand je vais lancer la migration. Donc, on peut lui dire, au lieu de commencer à la révision 1, tu commences à la révision 30 000, et comme ça, je récupère par exemple que les 5 000 dernières révisions. Ça optimise un peu les temps de traitement des migrations, et puis ça permet de faire un peu de minage. Et l'autre option, c'est savoir quelle est la branche SVN qu'on prend comme master. Par défaut, Trunk devient master pendant la migration. On a eu des use cases où les projets s'étaient dit « Ah non, Trunk, c'est pas terrible, on va plutôt prendre branches/dev comme branche principale. » Bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, là, on a l'option de lui dire que ok, c'est pas Trunk qui deviendra master, mais plutôt une autre branche. Un petit astérix, parce que là, comme vous avez vu, j'ai choisi un repo flat, et donc du coup, ça précise que, attention, pour les repos flat, certaines options, évidemment, ne s'appliqueront pas, parce que dans un repo flat, il n'y a pas de branche tag, etc. Donc du coup, les options, on les skippera. Ensuite, on a du mapping. Ça, c'est en gros, c'est comment restructurer potentiellement son repo au moment de la migration. Ce use case, on l'a eu chez un client qui avait des normes de structure de ses repos SVN, où en gros, il avait 0 underscore source, on mettait les sources Java, 1 underscore test, on mettait les tests Java. Il s'est dit, ça pourrait être pas mal si en même temps que je fais une migration, je remets ça un peu d'équerre avec les nouvelles normes. Donc là, ça permet de dire, par exemple, si j'ai un truc 0 source dans SVN, tous les fichiers, donc je peux mettre une regex, je peux mettre que les fichiers Java, par exemple, je veux qu'ils aillent plutôt dans source main Java, comme on le fait maintenant habituellement pour des projets Java. On peut aussi lui dire carrément de skipper certains
D'accord. Mais par contre, ça sera à lui après d'aller faire du refactoring dans son code pour les chemins, les choses comme ça. Oui, oui, là, c'est vraiment de la structure de fichiers. Donc, c'est sûr que si tu changes un répertoire ou avec des classes dedans, ton package, je ne vais pas aller m'amuser à scanner ton point Java pour modifier ton package et tous les imports ailleurs. Là, c'est vraiment ta structure où est-ce que tes sources sont pas au bon endroit ou est-ce que tu veux normaliser un peu tout ça. OK. Donc ça, c'est pour la restructuration. Et après, voilà, un autre point qui souvent a lieu, c'est la partie nettoyage. C'est OK, j'ai quand même souvent des SVN, ça commence à dater. Il y avait des autres us et coutumes il y a quelques années. Ça serait peut-être l'occasion de me dire, bon, je vais faire un peu de nettoyage en même temps que je fais la migration. Dans GitLab, il y a un outil, il y a une option qui permet dans l'administration de le forcer aussi. Donc on peut le faire évidemment. Après, c'est que on le fait a posteriori. Là, l'idée, c'était de pouvoir le faire en même temps que la migration, d'avoir tout ça. Donc, on peut lui dire, est-ce que s'il y a des répertoires vides, je les garde ou pas? Par défaut, GitSVN, il les vire. Donc, on peut lui dire, non, mais ça, je veux que tu les gardes pour une raison X ou Y qui peut des fois m'échapper. On peut lui dire aussi, tous les fichiers qui font plus d'une certaine taille, tu les migres pas. Parce que, voilà, ça n'a pas de raison d'être. Un fichier de plus de 100 MB dans Git, c'est probablement pas des sources, quoi. Et puis après, tout ce qui est pattern autour des extensions, donc les jars, les EAR et compagnie, pour se dire, pareil, on les vire au même moment. Une feature cachée que j'ai pas encore officialisée parce que j'ai pas fait la partie IHM, on supporte aussi via un des clients qui nous a demandé tout ce qui est détecté là, on le pousse dans un Artifactory chez Frog pour pouvoir en même temps populer potentiellement un repo de binaire. Et du coup, on génère en gros, grosso modo, le groupe ID, artifact ID, etc. à partir des infos qu'on a des repos. D'accord, donc il va falloir que j'aille te faire une pull request pour utiliser la GitLab registrée. Tout à fait, effectivement. Voilà, et donc en gros, là, on a tout configuré pour notre migration. Donc on a un petit récap. Ce que fait l'outil, c'est qu'il vérifie aussi que le namespace n'est pas déjà pris, parce que ça se trouve, il y a déjà un copain qui nous a shippé notre nom, etc. Donc on peut lui dire, OK, tu changes, tu vas l'appeler Flat2, par exemple. Et là, OK, c'est bon. Et puis là, tu ne vas pas l'appeler comme ça, tu vas l'appeler Sub2. Là, c'est bon. Donc ça permet aussi d'éviter des écueils, parce qu'on a souvent, les gens, ils allaient un peu vite, ils se rendaient compte que soit ils avaient déjà tenté la migration à la main, soit différemment. Donc du coup, le namespace était déjà pris. Donc la migration, elle plantait direct. Donc ils disaient, ah merde, il faut que je recommence, etc. Donc c'était un peu galère. Donc là, on a un petit check avant. On essaie de checker un maximum de choses pour que quand on lance la migration, on soit confiant sur le fait qu'elle se passe bien. Donc ça nous rappelle un peu tout ce qu'on a pu configurer. Et là, en gros, on a fini côté front et on dit maintenant, c'est le serveur qui se démerde. Et donc, du coup, on voit que j'ai configuré 2 migrations. Il y en a une qui est en cours, une qui est waiting. Pourquoi je ne les fais pas en parallèle? C'est plus une question de perf. On pourrait imaginer, il y a une option pour dire tu peux en faire plusieurs à la fois. Mais il faut aussi que toute l'infrastructure. Et là, donc, du coup, il y a tout un historique qui se crée en live et on sait toutes les étapes qui sont en train d'être faites par la migration. Donc, ça permet de savoir un petit peu ce qui se passe pendant la migration et où il en est. Donc, ce qui est vert, c'est que ça s'est bien passé. Ce qui est gris, c'est que c'est une étape qu'on n'a pas fait. Et si potentiellement c'est rouge, c'est que ça a planté. Donc, du coup, on a l'erreur. Donc là, du coup, on voit que notre migration est en train de se passer tranquillement. Tout se passe bien. Et le serveur est en train de travailler. Donc là, du coup, moi, je peux retourner faire autre chose avec mon poste. Il n'y a pas de souci. Donc, on voit bien qu'il a récupéré, ça, c'est mes branches. Il est en train de recréer mes tags, tous mes tags. Et puis après, à la fin, quand il aura terminé, on génère un petit readme qui est là pour historique. Donc maintenant, si je retourne, donc là, c'est mon GitLab de démo que j'ai monté exprès. Si tout va bien, il tourne. Donc j'ai mon flat2 que je viens de faire. Tic-tac-touc. Allez, mes pères. Voilà, je suis en train de faire la migration en même temps. Ouais, c'est un petit peu l'occuper. Mais voilà, donc là, du coup, je retrouve mon repo SVN, donc je retrouve bien mes fichiers. J'avais gardé l'historique, donc je vois que j'ai encore mes petits commits avec mes emojis, comme j'aime bien. Je sais que toi aussi. Et du coup, on génère un readme à la racine du master, juste pour info, pour historique du sujet, pour savoir qu'est-ce qu'on avait configuré pendant la migration. Donc, on retrouve notre mapping de répertoire. On trouve les options de nettoyage. On retrouve aussi, du coup, quels ont été les fichiers qui n'ont pas été migrés. Ça permet de savoir un peu ce qui n'a pas été migré au cas où. Tiens, je te coupe. Il y a Canoa qui pose une question. Il demande s'il est possible d'utiliser un namespace existant ou c'est forcément un nouveau qui est créé.
C'est obligatoirement un nouveau dans le sens projet. C'est-à-dire que je ne peux pas créer le projet. Enfin, pour l'instant, je ne le supporte pas parce que ça voudrait dire qu'il faut faire des contrôles. Est-ce qu'il y a déjà des sources et tout? Donc, c'est pas que c'est infaisable, hein, mais pour l'instant, on part du principe qu'on initialise un nouveau projet dans GitLab. Donc, il faut que le namespace pour le projet soit dispo. Et tu interagis comment entre ton appli et l'instance GitLab? Tu utilises Les API. des API, d'accord. Enfin, les API pour vraiment la partie GitLab, les checks, la création de groupes, de projets. Et puis après, c'est l'outil GitSVN qui fait les commandes Git pour après Git clone, Git push et compagnie, quoi. Donc, théoriquement, sur gitlab.com, ça fonctionnerait. Ouais, bah oui, enfin, je te dis, nous, on l'a fait sur du GitLab on-prem, sur du GitLab Cloud de chez nous. Moi, j'ai déjà essayé sur du gitlab.com pour mes projets perso. Enfin, oui, il n'y a pas de. D'accord, super. Tant que les API sont bien exposés et pas limités, il n'y a pas de souci. Cool. Mince. Et voilà. Et donc, du coup, le README, on reprend, on a aussi tout l'historique de toutes les commandes, enfin, de tout ce qui a été fait, toutes les étapes avec le temps, etc., que ça a pris pour faire. Et donc, du coup, voilà, si je veux dans mon repo, je retrouve bien. Là, du coup, vu que j'étais en flat, j'ai pas de branche, hein, parce que c'était un repo en douille. Si je reprends mon sub2 qui a dû lui se faire. Tac. Donc, pareil, je retrouve mon README, et puis je retrouve bien mes branches, dev, feature 1, et puis mes tags, V1, V2, etc. Donc, j'ai bien tout qui a été récupéré avec l'historique si je l'ai choisi. Alors attends, j'ai eu un moment d'inattention dans ton report, dans ton README. Ouais. T'affiches les tailles, oui, d'accord, ok. J'affiche toutes les options qui ont été paramétrées. J'affiche qu'est-ce qui a été migré en termes de branches, tags, etc. Et puis j'affiche tout ce qui est fichiers qui n'ont pas été migrés. Ok. Alors les tailles, ça m'intéresse. Je pensais à la problématique client là que j'ai et il se retrouve avec des trucs gigantesques et je pense que ça pourra l'aider aussi à détecter, on va dire, les trucs qu'il n'aurait pas dû choper en fait. Voilà. Et donc voilà. Donc en gros, voilà à peu près l'outil. Donc on a l'historique de toutes les migrations qui ont été faites. Si une migration plante, alors après ça va dépendre évidemment du plantage, hein. Donc là typiquement c'est que j'avais mon proxy qui était paramétré. Si c'est un plantage technique, perte de réseau ou une connerie comme ça, on peut faire un retry directement sans avoir à tout reconfigurer. Après, si c'est plus un problème de config du SVN, du GitLab, il faudra reprendre depuis le début. J'ai en tête de faire une option restart from 10 pour dire en gros, je repars avec cette configuration et je modifie que ce qu'il y a besoin. Mais voilà, il y a déjà l'option de retry si besoin, si une truc à planter ou pas, quoi. Voilà. Alors, tu as une nouvelle question. Super. Alors attends, il faut que je l'affiche en même temps sur le. Voilà. Hop. Alors, les auteurs du commit de subversion, ils deviennent quoi s'ils n'existent pas sur GitLab? Alors en fait, ce que fait l'outil, enfin pas mon outil, mais l'outil GitSVN, c'est qu'il reprend le login qui fait le commit SVN et il le reprend tel quel. Donc il fait un arobase ça, donc potentiellement ça pointe sur aucun utilisateur réel. Il n'y a pas d'auteur de fallback, etc. En gros, il reprend le nom de celui qui a commité à l'époque. Donc si c'est les mêmes logins qui sont utilisés entre le SVN et le GitLab, ça match. Ouais. Après, si c'est quelqu'un qui est parti de la société ou ça, on voit que c'est lui qui a commité, mais ça le lie pas forcément à un user particulier. Ouais, c'est sympa. Il faudra que j'aille discuter avec les professional services chez nous pour savoir si eux, ils ont des problématiques comme ça ou s'ils galèrent. Parce qu'à la limite. Alors par contre, si un jour tu les vois venir te facturer un truc sur de la migration subversion. Tu aurais leur en parler. Écoute, c'était super intéressant. Moi, clairement, alors. Dans mon passé de SS2I, je pense que ça m'aurait énormément servi. Et je pense que là, écoute, j'ai déjà un use case moi dans ma tête, enfin un truc réel avec un client potentiel. Après, pour l'instant, j'ai pas eu trop de souvenirs. Jusqu'ici, j'ai pas eu de clients qui avaient, ou alors ils avaient déjà fait leur migration. J'ai peut-être des nouveaux qui arrivent là, qui sont un peu en train de revoir complètement leur façon de bosser, de passer plus en mode
DevOps ou voire même les bases avant, parce que finalement ils disent, bah nous avant on bossait super simplement, on était juste 5, ça allait, et puis là l'équipe a grossi et il faudrait peut-être qu'on se professionnalise un peu sur la partie gestion de cours, de sources et de Ouais. configuration. Donc je pense que ça devrait venir. Ouais. Bah, il y a une des features pareil que j'ai en tête, c'est de générer un GitLab CI, enfin de fournir à toi quelques templates basiques de GitLab CI, si c'est du Java, Maven, Java Gradle, au moins toi avoir un pipeline tout bête qui fait build, test et compagnie. Mais voilà, pour que ça génère automatiquement un GitLab CI sur le master au moment de la migration, pour que tu aies un premier pied dans le monde GitLab, quoi. Ouais, mais c'est cool, quoi. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment des cas d'usage. Enfin, que toi, tu as eu des cas réels, quoi, de l'utiliser pour de vrai. Donc, ça, c'est. Ouais, bah c'est là qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment pas mal de feedback. Les projets ont bien joué le jeu à me remonter les besoins qu'ils avaient. Donc, quand ils avaient des problèmes aussi, mais quand ils avaient des vraies questions, ouais, en fait, ça supporte pas, ça nous aiderait vachement. Donc, ça a permis d'enrichir vachement le projet, quoi. Alors, je crois qu'il y a Akanoa qui pose une question, mais qui n'est pas forcément en rapport avec le voilà, ouais. Mais juste sur Eclipse, comment on fait passer des devs à Git quand ils ont toujours fait du subversion? Et là, c'est de la formation. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a. Je pense. Alors après, c'est. Euh, J'étais en train de réfléchir. Ça m'est déjà arrivé à avoir à le faire. Et ouais, Mathieu, tu as raison. Là, ça passe par la formation. Nous, on passe beaucoup par des micro-formations assez light, parce que souvent, les devs comme ça qui ont du mal, c'est des devs plutôt juniors ou des reconversions. Et donc, en essayant de leur faire le pendant SVN commit, ça correspond à quoi côté Git, pour qu'ils comprennent que voilà, c'est pas les mêmes étapes, etc., mais qu'ils se retrouvent un peu dans les mots-clés qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien quand ils font du SVN, quoi. Je pense qu'après, ça dépend. Il faut essayer d'avoir des groupes plus ou moins homogènes. Ouais, ah bah oui, par contre, ouais, c'est Parce que ça. sinon, c'est un cauchemar. Moi, j'avais eu un groupe. En fait, j'avais commencé par. Je leur ai fait une rapide intro à Git, à quoi ça sert. Puis, je leur ai à peine fait utiliser. Je leur ai fait faire du GitLab, mais en pur mode web, tu vois, sans. Pour qu'ils aient un peu le workflow. Et après, on était repassé à du Git en mode commande. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai connu des réfractaires dont j'ai fait partie. Hein. Je dois le reconnaître qu'au début, j'avais, euh, comment dire, j'avais un petit blocage sur Git en fait. Et c'est justement un des gars de l'équipe Vertix, Julien Ponge, Ouais. qui m'a fait un rappel, enfin un rappel plus qu'un rappel en fait, et sur les bases du fonctionnement de Git. Alors Julien, quand il fait un rappel, il est carrément allé me montrer à quoi ressemblaient les trucs une fois que tu avais commité à l'intérieur avec de l'exa. Là, tu fais, ouais, c'est un peu dur, mais et ouais, après ça, ouais, 2, 3 mois après, je bossais chez GitHub. Vraiment, faites du Git. Yes. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, la Canoa, la décentralisation des repos, ça les perd. Après, c'est là où, justement, ça va dépendre des profils, hein. Des profils juniors, faut pas trop rentrer dans ces détails-là parce que, oui, ça va les perdre. Il faut juste qu'ils comprennent les basiques qu'ils ont besoin. Et souvent, comme tu disais, Philippe, la partie outillage, leur filer un guide Kraken ou un truc comme ça pour aussi les aider, ça va être pas mal parce que ça visualise vachement la partie graph du Git. Donc, ça peut aider aussi à Ouais, comprendre. alors moi, c'est avec ces outils justement un peu graphiques que j'ai fait mes plus grosses conneries. Hein. Aussi, parce que ça masque plein de choses, donc tu fais, ouais, c'est bon, ça merde là. Non, non, ça marche pas. Des passages en mode panique. Hein, je fais beaucoup marrer Julien là quand. D'ailleurs, je me remets à comité là sur le projet Golo, mais je le faisais marrer au début quand il fallait que je mette à jour, je synchronise mes forks et compagnie. C'était un poème. Alors Akanoa, il dit c'est plus des seniors plus plus. C'est le Ouais. problème, mais Akanoa, je fais partie des seniors plus plus. Mais ouais, après, ben, je pense qu'il y a. Moi, j'ai une hygiène d'utilisation de Git, donc je me suis limité à certaines commandes. C'est ça. Ça a aussi un impact sur la façon dont je code. Euh, en fait, inconsciemment, maintenant, j'essaye d'éviter comment on dit, le conflit de code, en fait. Parce que j'arrive à me faire des conflits de code avec moi-même. Donc, C'est ça, ça arrive.
Donc il y a Sébastien qui dit tu as mergé. Ah oui, ça c'est suite à un thread sur Twitter cette semaine. Et voilà, ouais, le merge pourri quoi. On arrive à faire passer. Euh, C'est ça. ouais. Mais c'est vrai que J'avais vu une fois au DevFest Lille, alors je me rappelle plus le nom du garçon, mais c'est à la limite, je le retrouverai. Un gars, c'était, je crois, un de ses premiers talks en conf, qui a fait un talk sur Git. Bon, j'y suis allé, mais tu te dis, Git, je vais me faire chier, quoi. Et en fait, le gars avait fait un truc, c'était lié au fait qu'à Lille, ils aiment bien faire du tuning sur et Ouais. il a fait un truc, mais génial. Et il faut que je retrouve un jour, si je retrouve la vidéo, je te la filerai parce que Mm. tu sors de son talk, tu dis, mais j'ai envie d'aller faire du Git. Donc, c'était pas mal. Mais c'est vrai quoi, il y a je sais qu'il y a quelques acrobaties. J'aime pas quand il faut faire des acrobaties avec Git, par exemple. Ouais, c'est souvent risqué, quoi. Il y a eu plus de morts que de vivants, quoi. C'est ça. Mais bon, écoute, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Déjà, il y a eu des questions, ça c'est cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le côté, c'est utilisé en vrai. Ça me plaît beaucoup. Je crois que j'ai vu Seb qui disait qu'il regrettait de ne plus avoir de repos SVN parce qu'il aurait bien joué avec. Ouais. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on se remette à SVN en fait. Juste pour rigoler, quoi. Ouais. Et non, mais écoute, moi j'espère que j'aurai des clients justement en subversion et qui. Ah si, j'en ai peut-être un. Et alors, est-ce que tu connais les limites de ton outil en termes de gros fichiers, par exemple? Alors, de gros fichiers, non, c'est plus en termes de gros nombre de révisions, où c'est plus les outils sous-jacents à mon outil et qu'il faut aller tuner un peu plus, parce que le Git SVN, quand as des repos de plusieurs centaines ou de gigas d'historique, mais tu sais, en plus, pas parce qu'il y a des fichiers de 3 gigas, mais parce que tu as 30 ans de commit, donc du coup, tu as un nombre énorme de trucs, où là, il faut faire des optimes un peu de mémoire côté Git. Et là, Bon. Alors après, je ne vais pas montrer, mais j'ai essayé d'avoir un maximum de clés de config que tu peux override sur la truc. Et donc, la partie Git que j'utilise, tu peux surcharger avec de la config un peu poussée pour la taille de la mémoire du Git, etc. Parce que c'est là où tu peux un peu te creuser la tête. Et c'est là où ça permet aussi de se forcer à se poser la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 30 ans d'historique de commit? Ouais. Mais alors, sans parler d'historique, tu as des cas d'usage pour certains métiers, comme ceux qui font de l'électronique, qui ont des espèces de plans qui sont des gros fichiers, ceux qui font du jeu, où Hmm. on va dire que la tradition chez les boîtes de jeux, c'est de committer tout. Donc, tu as des assets plutôt. Hmm. Alors, sur la taille des fichiers, les problèmes que j'ai eus, c'est pareil, c'était pas lié à l'outil, c'était plus lié à la config des serveurs HTTP qui étaient en front du SVN ou du GitLab, parce que tu te prenais des resets de connexion, des timeouts et compagnie, parce que le temps de prod était énorme et que du coup, tu resets. Mais l'outil en tant que tel, en fait, c'est un peu bête ce qu'il fait, c'est juste que c'est plusieurs outils intéressants que j'ai essayé de mettre en musique, mais vraiment, je fais un SVN checkout de chaque commit. Donc, bon, voilà, ça prend le temps que ça prend, mais ça se fait. Après, je parcours, donc c'est là où c'est un peu long, je reparcours pour créer le graphe. Et après, je fais un git push, quoi. Donc, il n'y a pas de sorcellerie trop ouf non plus derrière. C'était juste surtout pour aider les utilisateurs à basculer, pour des petits projets, des petites boîtes qui n'ont pas forcément d'admin 6, qui ont envie de faire de la mise de commande, etc., qui puissent en 3 clics comprendre la base et qui puissent migrer facilement vers de l'outillage un peu plus moderne. Mais voilà, sur la taille de fichier, purement fichier, non, j'ai pas eu de feedback là-dessus particulier. Ok. Et alors, Akanoa pose encore une question. Pour faire Ouais. tourner le bousin, il faut quoi comme ressource matérielle? Euh, Ça va dépendre sur des projets de taille normale. Normalement, une JVM à 4 gigas, ça passe. Souvent, on upgrade à 8 pour être tranquille. Après, voilà, dès que tu commences à aller un peu plus loin dans des gros trucs à l'ancienne, eh ben, il faut que ta JVM puisse prendre sa place. Et puis, tu as ton guide qui va aussi bouffer pas mal de ressources. Donc là, tu peux vite monter à 16-32 de RAM. Et après, en termes de CPU, c'est pas vraiment le CPU qui bouffe, hein, c'est plus la RAM. Ok. Voilà. Et donc, du coup, il y a une version, soit enfin, je peux remontrer vite fait, je peux Vas-y. partager mon écran, sur le GitHub, tac, tac, c'est good, vous voyez. Ouais.
Donc sur le GitHub, j'ai fait un petit readme pour expliquer comment le lancer. Et donc voilà, donc soit on peut le lancer en jar, soit je publie une image publique sur le Docker Hub. Donc on peut le lancer aussi en mode Docker. Et donc voilà, il y a quelques tips rapides des cas d'usage les plus courants. C'est comment j'augmente la taille de la JVM si besoin, comment je passe en debug si jamais j'ai un souci que je comprends pas. Et puis après, je fais un lien vers l'application.yaml. Comme je disais, j'ai plein de clés de config. Donc pareil, on peut facilement les override au démarrage si besoin. Le use case que j'ai eu régulièrement, c'est comment je change le répertoire de travail. Parce que par défaut, moi, je me mets dans temp en gros. Ouais. Dans certains cas, ça posait problème parce que le temp était sous-sizé, donc il fallait qu'il passe sur un autre truc. Donc voilà. Et donc du coup, j'essaye de faire un truc propre en termes de release. Donc j'essaie d'en faire régulièrement déjà. Et du coup, de dire à chaque fois, voilà, qu'est-ce qui change. Et je mets à minima le jar de dispo pour chaque release. Ok. On puisse rapidement avoir, pas besoin de rebuilder en local et compagnie. Mais voilà. Bon, des fois, je me rate un peu aussi, ça arrive. Ouais, je suis en train d'essayer, moi, de me discipliner pour faire des releases aussi d'un de mes projets. Et j'ai des petits loupés par moment, mais j'y arriverai. J'y arriverai. Ouais, c'est ça. Alors, notre camarade nous pose encore une question. Non. Ce qui est bien. Non, j'ai pas encore ça. On m'en a déjà parlé une fois. Non, j'ai pas pris le temps aussi. Puis j'ai pas eu plus de use case que ça. Donc, Alors moi, ouais, ok. Mais ça, il faudra regarder. Après, je me rends pas compte l'impact que ça peut avoir. Je connais pas. C'est vrai que c'est marginal. Alors, je l'ai 2 fois ou 3 fois. Alors, pour les cas où pour les clients en question, c'est pas marginal du tout. Mais Oui. disons que par rapport au nombre de clients, ouais, j'en ai pas tant que ça qui utilisent du GitLFS. Ouais. Ouais. Mais du coup, vu que je connais pas trop GitLFS, même pas du tout, enfin, genre, je vois à peu près, mais il faudrait que je me plonge un peu dessus pour que je me rende compte un peu mieux quel impact ça pourrait avoir. Je vais y mettre aussi, mais en plus, il y a eu des évolutions, j'allais dire cette année, l'an dernier, sur GitLFS, et qui ont probablement impacté aussi, enfin, ajouté certaines fonctionnalités, tant chez GitHub que chez GitLab. En fait, tu as des committeurs Git qui travaillent chez GitHub et d'autres qui travaillent chez GitLab, donc il y a des trucs en commun. Yes. Donc voilà, ça pareil, toujours l'idée, ça reste un projet open source. Donc si vous avez des idées, il y a la backlog, vous pouvez la remplir. Si vous avez envie de participer, you're welcome, évidemment. Si vous avez besoin de forker, il n'y a pas de souci, après pensez à rétribuer. Enfin voilà, le classique de l'open source, quoi. C'est le but là-dessous. Bah écoute, déjà c'est un super exemple open source, ça montre que en France déjà on en fait, que des gens issus de grosses boutiques de services en font, que c'est utilisé en plus, que c'est utile. Puis c'est bien, c'est utilisé en interne chez vous avec tes clients et c'est reversé en open source, donc j'aime bien le concept. C'est cool et c'est un bon cas d'usage. Ouais. Pas de CVS, on t'a pas demandé encore. Non, bon, si jamais un jour, vraiment, pourquoi pas, hein, c'était rigolo. Là, il faudra payer alors. Ouais, là, on va passer en licence payante, quoi. On va faire comme Elastic, quoi. Bon, bah écoute, je crois qu'on a dû faire le tour. Là, la vidéo, elle va rester disponible sur Twitch. Je me rappelle jamais combien de temps. Je crois que c'est 3 semaines. Mais de toute façon, dans la journée, moi, je l'aurai publié sur YouTube. Je rajouterai dans les commentaires YouTube le lien vers le projet. Sébastien, ah oui, j'avais pas pensé à Clearcase, effectivement. Ouais, là, on commence à sortir les gros mots, c'est moche. Ouais. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu. Merci de l'invitation, c'était cool. Super. C'était super intéressant. Donc, si tu fais d'autres side projects comme ça et que moins utilisé ou plus utilisé, peu importe, mais n'hésite pas. Ça marche. Ça m'intéresse. Donc, et puis, ben, je pense que je vais peut-être l'utiliser bientôt. Donc, c'est cool. Et bah cool, super, royal. Eh ben, merci beaucoup Mathieu. Passe une très bonne journée. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient connectés, c'était sympa. Et puis, je vais couper le stream sur Twitch. Nous, on reste connectés 2 minutes. Ouais. Donc, au revoir à tous et puis à bientôt. Au revoir, merci bien en tout cas.